la semaine dernière, on a été tous attentifs à un rapport qui a circulé et qui a alimenté les réflexions, les contributions des uns et des autres. J'ai eu l'occasion, sur interpellation de l'un d'entre vous, en marge du compte-rendu du Conseil la dernière fois, d'indiquer qu'il s'agissait d'un rapport provisoire et qu'à tous les coups, le rapport définitif interviendrait dans la foulée. Et qu'à l'occasion aussi, les voix de spécialistes ne manqueraient pas de s'élever pour dire quelle appréciation juste il faut avoir du contenu de ces rapports, donc le provisoire et le définitif. Certains s'étaient interrogés, mais jusqu'à quand allons-nous attendre le rapport définitif? Et j'ai été peu disert en vous disant que dans tous les cas, les documents complémentaires qui devaient partir à la Cour des comptes étaient partis ou en voie de l'être. Et depuis une semaine donc, tout ce travail a été fait et nous avons le bonheur de vous dire que le rapport définitif, il est sorti et c'est pour ça que nous sommes face à vous ce matin. Le ministre d'État dira un mot pour vous permettre de saisir l'économie de ces deux rapports, mais surtout du rapport définitif et de ce qu'il convient de retenir de cette actualité de gestion des fonds Covid. Merci beaucoup. Je pense que le principal élément qui a suscité de questions, c'est de dire que finalement, voilà un rapport provisoire ou quelle que soit sa nature, qui indique qu'il y aurait 385 milliards de dépenses effectuées pour lesquelles la Cour des comptes n'a pas reçu les justificatifs. Je voudrais d'abord commencer à m'appesantir sur ce point parce que c'est le principal élément qui a interpellé nos compatriotes et qui a interpellé donc les uns et les autres. Je voudrais être factuel en prenant le rapport donc, qui a circulé et que tout le monde a. Ce rapport, donc, en pages 14 et 15, indique que le montant total des dépenses exécutées s'élève à 453 milliards de francs. De ces 453 milliards de francs, la Cour, dans son rapport, indique avoir vu, analysé et validé des dépenses pour un montant de 67 milliards, d'où l'écart de 385 milliards. Donc, pages 15 et 16, la Cour indique qu'il y aurait eu 453 milliards de dépenses, qu'elle a reçu et validé 67 milliards, et donc il y a 385 milliards pour lesquels la Cour n'a pas eu de justificatif. Je vais en page 46 du même rapport. Dans la page 46 du même rapport, la Cour indique que le récapitulatif total des dépenses exécutées s'élève à 317 milliards. Quand on compare les 317 milliards aux 68 milliards de justificatifs reçus de la Cour et validés par la Cour, ça laisse un écart de 249 milliards. Donc déjà, en prenant le rapport de la Cour des comptes, en page 15-16, la Cour dit il y a eu 453 milliards de dépenses, j'ai vu une partie, et il y a 385 que je n'ai pas vu. Mais en page 46, on lit du rapport qu'en fait, ces 317 milliards, ils ont vu 67 milliards, donc c'est 249 milliards de dépenses. Qu'est-ce qui explique l'écart dans le même rapport de la Cour, en page 15, où ils ont dit le montant total des dépenses, 453 milliards 564 millions de francs, et en page 46, 317. Mais la raison est toute simple. Nous avons saisi la Cour des comptes par courrier daté du 31 décembre 2021. Nous avons saisi la Cour, le gouvernement a saisi la Cour pour auditer les dépenses effectivement exécutées jusqu'au 31 décembre. Vous êtes d'accord avec moi que le courrier, les justificatifs préparés le 31 décembre, dans l'absolu, n'avaient pas les dépenses du jour du 31 décembre. Ce montant de 453 milliards correspondait à l'estimation des dépenses que nous pensons que tous les sectoriels impliqués allaient faire. Donc, dans ces montants-là, il y avait des montants déjà exécutés et il y avait des prévisions de dépenses à venir. Le 22 février 2022,
nous avons transmis maintenant à la Cour des comptes les éléments d'appréciation des dépenses effectivement réalisées au 31. Donc, il n'y a plus d'estimation. Il y a eu les justificatifs et les éléments sur ça. La preuve que la Cour a eu ces éléments, c'est qu'en page 46, ils indiquent bien maintenant que le montant total, ce n'est plus 453, que c'est 317. Donc, vous voyez bien que, comme on sait que la Cour aura peu de temps de travailler, mais qu'on veut anticiper, on a envoyé au 31 décembre des informations, l'intégralité des informations, parce que nous n'avons rien à cacher. Nous avons envoyé toutes les informations, les exécutés et les prévisions. Eux-mêmes, ils reprennent, mais dans les éléments qui ont circulé sur les réseaux sociaux, les gens sont restés sur le début du rapport qui a fait état des éléments estimatifs donnés. Or, la Cour même indique plus tard dans le rapport, etc. Du coup, les cas de 387, la Cour même ne les reconnaît pas, puisqu'elle reconnaît que le montant, ce n'est pas 453, mais 317. Mais malheureusement, comme le rapport fait une succession d'actions et n'a pas à un moment donné à manquer de préciser que, ah non, finalement, ce qu'il faut considérer, c'est ces 300 milliards et pas les 450. Donc, il y a eu ce flottement qui a suscité. Donc, premier élément d'explication, en prenant les chiffres du rapport qui a circulé, qu'est-ce qui justifie les écarts entre les 453 milliards et les 317 milliards? C'est parce que d'un côté, au 31 décembre, on a commencé à préparer les éléments depuis le mois de novembre. On a envoyé des éléments, il y a du réel et de l'estimatif. Le principal élément qui justifie cet écart, par exemple, vous allez le comprendre, c'est que dans les éléments envoyés donc au 31 décembre, on estimait que la population allait sortir et qu'on allait avoir de l'engouement pour la vaccination. Et on avait prévu 138 milliards d'estimation de dépenses autour de la vaccination. Ça, c'est le montant que les services ont prévu. Mais dans les informations transmises donc après le réel, c'est 30 milliards de dépenses de vaccination. Donc, quand on communique en toute transparence une estimation et le réel, on ne peut pas donner de justification sur quelque chose qui ne s'est pas passé. On a dit qu'on s'attendait à dépenser 138 milliards parce qu'on a dit dans toutes les communes, on va mettre des choses, on va prendre des cas qui vont... Mais à la fin du jour, on a eu des dons de vaccins, donc on n'a pas eu à acheter. Le montant final a été communiqué et c'est ça qui a été intégré en page 46 en 317. Donc on ne saurait rester sur les estimations. Si j'estime que pour une activité donnée, je vais dépenser 100 francs, mais à la fin du jour, j'ai dépensé 25 francs et qu'on doit me contrôler, on me contrôle sur les 25 francs. On ne peut pas dire, tu as annoncé que tu vas dépenser 100 francs. Tu as dépensé 25 francs, donc les 75 francs là, il n'y a pas de justificatif. Non. On donne les justificatifs pour ce qu'on a effectivement réalisé. Donc ça, c'est le premier élément d'appréciation. Le rapport qui est sorti aujourd'hui, bien sûr, confirme qu'il n'y a pas d'anomalie, mais il faut quand même que les gens comprennent ce qui s'est passé. Ce n'est pas parce que toutes les informations sont données plus tard, c'est que les informations sont même déjà dans ce qui sont, pour l'essentiel, dans ce qui a été publié. Et cette analyse que je vous fais là, juste en comparant les informations, montre bien que la première chose qu'il faut retenir, c'est que quelque part, les auditeurs sont restés sur des données estimatives pour lesquelles on ne peut pas donner de justificatif. Et ça a généré une partie des écarts. Ce n'est pas tout, mais ça, c'est une partie des écarts. L'autre partie des écarts, c'est que pour nous, dans ce que nous avons exécuté comme dépenses, il y a des choses qui nous ont semblé tellement évidentes qu'on n'a pas, et je l'avoue, fait l'effort d'aller loin. On a expliqué, mais on n'a pas fait d'effort d'aller loin dans les éléments d'appréciation à fournir à la Cour parce que pour nous, c'était évident. L'autre chose également qu'il faut reconnaître, c'est que parfois, nous avons considéré que la Cour pouvait se rapprocher, puisque nous sommes en transparence, devait se rapprocher qui de la Caisse autonome d'amortissement, qui de telle structure, pour avoir les éléments, puisque nous les avons autorisés même à se rapprocher des bailleurs, de tout le monde, pour avoir les éléments. Et donc, considérant que la Cour pouvait elle-même aller chercher les justificatifs, donc on n'a pas fait forcément d'efforts pour soit expliquer des choses qui sont pour nous des évidences, soit donner des justificatifs qu'on considérait étaient disponibles chez d'autres structures de l'administration, chez les partenaires, et pouvaient voir. Et je vais donner 2 exemples pour illustrer ça. Parce que c'est ça finalement qui explique l'écart
d'éléments pour lesquels la Cour disait dans son précédent rapport qu'il n'a pas eu le justificatif. Le premier, c'est sur tout ce que nous avons donné comme subvention, soit aux entreprises ou aux personnes physiques. Des personnes ont reçu de l'appui de l'État parce qu'elles ont été frappées durement par la crise de la Covid. Donc, avec l'appui de notre partenaire, la Banque mondiale, il y a eu tout un dispositif qui a été mis en place. Il y a eu des enrôlements en ligne et des personnes ont reçu du soutien financier de l'État par paiement mobile. Dans les informations que nous avons transmises à la Cour, pour nous, à partir du moment où on a donné les justificatifs que nous avons sorti l'argent du Trésor pour envoyer vers les opérateurs pour payer, on a donné les justificatifs. La Cour, les auditeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la liste des personnes bénéficiaires et ont appelé pour demander s'il y a un an et demi, ils ont reçu du soutien de l'État. Dites-moi, si votre téléphone sonne, quelqu'un vous appelle, vous dit, mais l'année passée, est-ce que vous avez reçu de l'argent de l'État? Est-ce que vous avez la propension à dire oui, même si vous l'avez reçu? Pour plusieurs raisons, vous allez avoir tendance à dire non. Déjà parce que vous allez dire, oula, qui c'est? C'est peut-être que si je dis non, je vais recevoir à nouveau de l'argent. Donc, plusieurs raisons peuvent justifier que la personne, ne sachant pas à qui elle a affaire au téléphone, dise, ah non, 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 moi j'ai rien reçu. Et donc, quand on a vu que la Cour a considéré qu'il n'y a pas eu de justificatif pour tel type d'opération, les informations complémentaires que nous avons données, c'est-à-dire, en plus des preuves que l'argent est sorti du Trésor vers les opérateurs, nous avons donné les preuves de virement des opérateurs sur les comptes mobile money des acteurs. Si on peut démontrer, monsieur le journaliste, que le Trésor a envoyé de l'argent à l'opérateur MTN ou Move et que MTN vous a positionné sur votre compte, donc les justificatifs sont là. Donc même la démarche est contestable. La démarche qui consiste à dire, j'appelle un bénéficiaire plusieurs mois après pour lui dire, mais confirmez-moi si vous avez reçu de l'argent ou pas. Cette personne dit non et on dit, ah, l'État n'a pas donné de justificatif. Vous confirmerez avec moi que certainement pris par le délai, les auditeurs qui ont travaillé ont une approche partielle de la démarche d'audit. Et donc ce qui a été, c'est de compléter cette démarche d'audit en leur fournissant toute la traçabilité jusqu'au positionnement, soit sur les comptes bancaires, soit sur les comptes mobile money. De la même manière, le gouvernement a décidé d'apporter un appui à certains acteurs durement frappés par la crise en prenant en charge une partie des charges d'électricité. De la même manière, le virement, les éléments de preuve que nous avons donnés au départ, c'était le transfert du Trésor vers la SBE. S'agissant de l'électricité, on n'a qu'une seule société, c'est elle qui suit les comptes clients, qui facture les clients. Et donc, le fait qu'on ait donné juste la sortie de l'argent du Trésor vers la SBE, ça n'a pas suffi. Il a fallu aller plus loin pour montrer qu'en réalité, une fois que c'est arrivé à la SBE, cet argent a été positionné sur les comptes clients en déduction des factures prestataires. Et c'est là où je reconnais que pour nous, des choses qui ont semblé être une évidence n'ont pas été perçues par les auditeurs comme telles et ont considéré qu'ils n'ont pas vu les justificatifs. Et tout le travail qui a été fait depuis, c'est d'éviter de considérer qu'il y a des évidences, d'aller dans le détail et de fournir tout jusqu'au centime. Et donc je me réjouis aujourd'hui qu'après avoir fourni toutes les pièces, sans exception, la Cour sort un rapport aujourd'hui qui certes fait des recommandations, parce qu'on peut toujours mieux faire, mais c'est des recommandations de procédure. Certaines, je vous l'avoue, pour nous, sont discutables. Certaines, nous les entendons, parce qu'on peut toujours, en termes de procédure, mieux faire. Donc, on se réjouit quand même aujourd'hui que, en allant jusqu'au bout, en donnant tout, la Cour quand même conclut aujourd'hui qu'elle n'a pas détecté d'anomalie. Nous, ce que nous recherchions, nous, gouvernement, nous-mêmes, c'est de s'assurer que personne dans la chaîne de dépenses publiques n'a fait de fausses facturations ou des actes anormaux. Et donc, même en se reportant au premier rapport, vous voyez, il n'avait pas été question de dire nous avons détecté un acte anormal. Il a été question de dire nous n'avons pas vu de justificatif. Et je viens de vous expliquer pourquoi et dans quel contexte le rapport même montre qu'il y a eu des insuffisances dans l'analyse qui a été faite des données. Donc, on se réjouit aujourd'hui que
la fourniture, la production de l'ensemble des informations et leur analyse a abouti à un rapport qui dit qu'il n'y a pas d'anomalie, mais qui fait des recommandations. Je veux bien venir sur une des recommandations que nous considérons que nous ne partageons pas. La Cour considère que, certes, en 2020, quand la crise a démarré, on était en situation de crise d'urgence, mais qu'à partir de 2021, il aurait fallu faire un plan d'acquisition. Vous savez que dans tous les ministères, maintenant, la transparence fait que nous mettons en ligne, toutes les structures de l'État mettent en ligne leur plan de passation de marché. En début d'année, nous disons, nous allons acheter ça, nous allons acheter ce crayon, nous allons acheter ce... Pour qu'en toute transparence, tout le monde sache. La Cour, en matière de procédure, nous dit qu'on aurait dû avoir une planification budgétaire des achats qu'on va faire dans le cadre de la Covid en 2021, considérant qu'à partir du moment où la crise a duré plusieurs mois, on devait faire. Mais même à l'heure où je vous parle, qui peut dire s'il n'y aura pas un variant demain? Qui peut prévoir la sévérité, la dureté de cette crise? Quand nous considérons que quand c'est en catastrophe, ce qui importe, c'est la vie de nos populations. Et donc, toutes les mesures doivent être prises et toutes les mesures doivent être ajustées en temps réel pour satisfaire aux besoins de la population, pour protéger nos populations. On ne peut pas rester dans le cadre de l'exécution budgétaire normale pour dire on aurait dû faire une programmation du nombre de vaccins, du nombre de sites qu'il faut acheter et respecter cette programmation parce que la crise et la nature de la crise ne permettent pas de respecter ça. Donc, j'ai donné cet exemple de recommandation pour montrer que nous ne sommes toujours pas d'accord et le but, ce n'est pas d'être d'accord avec la Cour. On se réjouit que sur les chiffres, au moins, on n'a pas d'anomalie sur les chiffres. Mais par contre, sur les recommandations, la Cour, c'est la Cour, nous, c'est nous. Certaines recommandations, nous les intégrons et nous allons nous améliorer parce que personne n'est parfait. Mais il s'agit d'amélioration de procédures. Mais certaines, pour nous, nous considérons que nous ne devons pas nous cantonner à des procédures. Quand la crise l'exige, c'est la suivi des populations qui compte. C'est protéger nos citoyens qui compte. Et tant qu'il faut prendre des mesures d'exception pour protéger les citoyens, nous prendrons ces mesures d'exception, même si elles ne respectent pas des procédures administratives. En février 2020, on était dans une situation où on avait une nouvelle maladie pour laquelle, même pour le diagnostic, on ne disposait pas encore des réactifs, des tests qu'il fallait pour le faire. Et pour les traitements, n'en parlons plus. Et dans ce contexte, le gouvernement, par anticipation, s'est projeté et se positionner systématiquement sur toutes les nouvelles qui venaient, validées par l'OMS et qui pouvaient nous permettre de gérer au mieux aussi bien le volet diagnostique que thérapeutique. La Cour a eu à relever qu'en matière d'économie d'échelle, que le gouvernement a eu à acheter des réactifs pour 8 000, alors que soit 3 ou 4 mois après, on les a achetés pour 3 000 francs. Je voudrais insister sur le fait que dans la démarche que le gouvernement a à entreprendre, dès qu'un réactif apparaissait et était concluant, validé par l'OMS, nous nous positionnons dessus. Avec l'accompagnement et la validation des partenaires techniques et financiers, notamment de la Banque mondiale. Et c'est ainsi que nous avons lancé, dès qu'un réactif est apparu, nous avons lancé l'acquisition automatiquement. Et en matière de réactifs, il faut savoir qu'il y a la qualité des réactifs et le nom des laboratoires. Et dans le contexte, des pays ont fermé les verrous et ont demandé à ce que leur territoire soit d'abord totalement approvisionné avant que les laboratoires ne puissent exporter ces réactifs. C'est cela qui justifie que certains laboratoires ont dû livrer malgré eux, au-delà des délais. Et dans l'intervalle, on peut avoir un nouveau réactif qui apparaît, qui nous paraît également concluant, et le gouvernement a positionné ses jalons un peu partout pour vraiment, comme l'a dit le ministre des Finances, nous assurer que nous allons pouvoir sauver la population dans ce contexte. Et c'est ce qui justifie cela. Je pense que la Cour a pris bonne note de cela et a compris les explications, parce que évidemment, ce qui pour nous paraît évident peut être parfois difficile à comprendre et il faut vraiment l'expliquer pour qu'on le comprenne. Donc cette économie d'échelle dépendait en fait des conditions dans lesquelles nous avons traversé cette pandémie, surtout au début. Deuxième chose fondamentale par rapport à la prévision pour 2021. Rappelez-vous que nous avons eu le variant Delta en 2021.
et nous avons été fortement secoués, qui vous en souviennent bien, nous avons été fortement secoués à l'ADA. Nous avons explosé toutes les prévisions que nous avions faites en nous projetant sur 2020. Comment est-ce que dans ce contexte, vous voulez qu'on puisse se projeter pour prévoir ce qui va arriver avec un virus qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, et qui mute, qui peut être plus grave, qui peut être plus meurtrier? Deuxième chose, c'est par rapport à l'utilisation de ce que nous avons eu à acquérir. La Cour a estimé que nous avons eu à acquérir des équipements qui n'étaient pas encore utilisés. C'est de l'anticipation. Ce n'est pas lorsque nous allons nous retrouver avec 200 malades ayant besoin de respirateurs que nous allons projeter maintenant pour passer la commande. Nous aurons seulement compté le nombre de cadavres. Donc, dans la démarche du gouvernement, la crise sanitaire sert déjà à sauver des vies par rapport à cette crise, mais à renforcer le système de santé. Aujourd'hui, si vous prenez les respirateurs que nous avons eu à acquérir, ces respirateurs sont utilisés dans le système, dans les hôpitaux. On les déploie un peu partout sur le territoire, du nord au sud. Les réfrigérateurs et les congélateurs que la Cour a révélés comme n'étant pas utilisés servent pour le système de santé aujourd'hui. Que ce soit pour le système transfusionnel, pour le système de vaccination et autres, ça sert. Donc, c'est vraiment cette démarche que le gouvernement entreprend qu'il faut comprendre. Et enfin, je voudrais terminer par le fait qu'il y a eu des surblouses, des blouses que nous portons comme équipement de protection qui, à l'appréciation de la Cour, étaient achetés mais n'étaient pas utilisés. Je voudrais rappeler qu'au début de la crise, la peur faisait même que les agents de santé ne voulaient même pas s'approcher à 1 mètre à la ronde de quelqu'un pour le prélever. Et il fallait ces équipements de protection pour le faire. Et nous en avons acquis une quantité suffisante qui nous a servi pour gérer. Au fil du temps, avec l'évolution de la pandémie, on a essayé d'identifier les cas de figure pour lesquels on aurait besoin de blouses et les cas pour lesquels on n'en aurait pas besoin. Et c'est ce qui fait justement que les agents ont pu répondre que maintenant, pour les prélèvements, dans certaines conditions, ils ne l'utilisent pas. Mais ces blouses-là ont d'utilité ailleurs. Même pour soigner dans nos centres de santé habituellement, on utilisait ces surblouses-là. Les gardes malades ont besoin des surblouses pour être admis dans certains départements sanitaires, notamment la réanimation et autres. Donc, ce n'est pas du tout des acquisitions qui n'étaient pas indiquées. Donc, voilà un peu vraiment le contexte dans lequel la crise sanitaire a été gérée, le contexte dans lequel les acquisitions ont été faites et l'imprévisibilité qui demeure malgré le fait qu'on connaisse de mieux en mieux ce virus et ses effets. J'ajouterai un mot en soutien à ce que venait de dire le ministre de la Santé et qui montre la tendance des auditeurs à décontextualiser le débat pour faire les appréciations qui ont fait l'objet des recommandations évoquées. Le ministre indiquait tout à l'heure qu'à un moment T, par exemple, tel intrant a pu coûter 8 000 francs et à un moment T plus 1 ou plus 2, la Cour relève qu'il coûtait 3 000 et que donc en faisant l'option d'acheter à 3 000, on aurait réalisé des économies d'échelle. Ce qu'il a oublié de vous dire, c'est les nuits blanches qu'ils ont passées sur le tarmac de l'aéroport parfois à attendre des intrants. Et chacun peut se souvenir de cette époque qui faisait que les intrants n'étaient pas disponibles partout dans le monde et pour tout le monde. Qu'il y a des pays qui n'en avaient pas. Et on a même rigolé de voir que des pays pouvaient voler les intrants d'autres pays. Nous avons failli être victimes de ça ici aussi. Une nuit, je crois, sur le coup des 2 ou 3 heures du matin, un avion est venu nous livrer des palettes d'intrants et il a fallu l'attention justement de ces ministres pour qu'une partie de nos intrants ne repartent avec l'avion pour se retrouver ailleurs. Et chacun sait, sur les marchés, la loi de l'offre et de la demande. Moins il y a de la disponibilité, alors que la demande est forte, plus ça coûte cher. Donc voilà par exemple un élément de contexte à l'époque qui peut justifier objectivement la différence de prix d'un même intrant partant d'un instant T à un instant T plus 1 ou plus 2. Donc ça pour conforter en fait
ce que vient de développer le ministre de la Santé, afin que chacun comprenne bien qu'il aurait fallu rester dans le contexte ou tenir compte du contexte autour des premières dépenses qui ont été faites dans le cadre de la gestion de cette pandémie, et finir en disant qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de certitude absolue encore. Et dans tous les cas, c'est le mot du ministre d'État qui dit que on respecte les procédures sans aucun doute, et chacun sait maintenant que les efforts de transparence budgétaire caractérisent le gouvernement de la République. Donc on respecte les procédures, mais si demain il y avait une urgence qui appelle à faire en sorte que la vie prévale, quitte à ce que les procédures soient prises en compte ensuite, le gouvernement, il est de son devoir de veiller à cela. Et vous ferez justice, je crois, à ce gouvernement d'avoir eu l'une des approches les meilleures saluées au monde dans la gestion de cette crise. Peut-être qu'on aurait fait exactement comme les auditeurs souhaitent qu'on fit. On aurait fait exactement comme ça, que certains parmi nous ici ne seraient pas présents parce qu'on aurait payé un lot tribut à la COVID-19. Qu'on aurait dénombré non pas les centaines ou les dizaines de morts qu'on a eu, mais peut-être des milliers de morts. Parce que pays aux ressources limitées, pas comme les grands, qui eux-mêmes ont payé un lot tribut, s'accommoder de pratiques ou de prudence qui, en soi, n'auraient pas apporté une plus-value à l'efficacité de la lutte, nous aurait sans doute privé de nombreuses vies utiles à notre pays, et nous nous réjouissons que ces vies soient encore là parmi nous. Vous savez, le gouvernement a vraiment eu à cœur de gérer de manière saine cette crise sanitaire. Aussi bien sur le plan sanitaire, mais également sur le plan de la gestion des fonds publics. Et pour la question des gongonneurs, en ce qui concerne la vaccination, nous avons mis en place un dispositif pour nous assurer que l'argent qui est donné va effectivement aux bénéficiaires. Il en est de même pour les policiers. Si bien que dans le dispositif qui est mis en place de façon globale déjà, on s'assure de certifier ceux qui sont des bénéficiaires. Je prends l'exemple des ministres. Chaque ministre était tenu de certifier la liste des bénéficiaires. Donc si je prends les policiers, le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui assure la transmission de la liste des policiers qui interviennent sur chacun des sites, que ce soit à l'aéroport, au palais des congrès ou dans d'autres sites où il y a des malades. C'est lui qui assure la transmission de la liste définitive qui est retenue, puisque les policiers marchent effectivement chaque jour au niveau des sites. Il en est de même pour les forces de défense. Et lorsque ces listes ne sont pas transmises ou il y a des omissions, les policiers sont en train de faire des réclamations. Et c'est ce qui a été fait. Sinon, la grosse majorité a été traitée, mais il y a eu des réclamations qui ont été faites par certains. C'est ce qui a justifié justement que nous recevions en janvier 2022 une liste qui a été traitée et en cours d'être vidée complètement actuellement. Donc, la question des policiers, ça concerne également quelques autres agents qui ont eu à émettre des réclamations, soit par rapport au montant qui leur a été payé, par rapport à l'arrêté qui a fixé les montants, ou par rapport à des omissions de noms qui ne dépendent pas forcément ni du ministère des Finances, ni du ministère de la Santé. Le gouvernement s'attelle aujourd'hui à mettre en place une performance en matière de gestion des fonds publics. Mais des déviances demeurent. Des déviances demeurent et nous avons pu justement épingler quelques agents indélicats évidemment, qui se sont appropriés les fonds destinés à ces gongonneurs. Et comme vous le savez, ils ont été traduits devant les juridictions compétentes et le processus suit son cours. Donc c'est vous dire encore une fois que dans tout ce que nous avons eu à mener, nous veillons à mettre les verrous nécessaires pour nous assurer que les fonds publics sont gérés et utilisés de manière efficiente. En ce qui concerne la variole du sein, la question de la variole du sein, effectivement, nous avons un nouveau virus en circulation qui est là, qui était connu et qui est venu effectivement. Des pays qui nous entourent ont déjà des cas. Nous avons eu effectivement 2 cas suspects. Nous avons veillé dès que c'est apparu à faire en sorte que nous soyons en mesure de riposter si les cas viennent, par anticipation. Nous avons également veillé à ce que une des remarques que la Cour a eu à faire
par rapport au laboratoire en se disant il faut veiller à ce que ce qui a été investi pour mettre en place 13 laboratoires vraiment de haut niveau puisse être utilisé et exploité dans le futur. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de faire l'utilisation de la parole du singe grâce à ces équipements qui étaient là avant. Il a fallu peu de choses pour nous rendre opérationnels aussitôt. Donc nous avons cette capacité. Nous avons des cas suspects qui sont là, ils n'ont pas été confirmés. Ils ont le traitement qu'il faut et ça évolue très bien et nous vous tiendrons informés s'il y a du nouveau par rapport à ces cas-là. Mais dans tous les cas de figure, le Bénin est prêt à faire face à cette éventuelle nouvelle maladie ou à d'autres maladies, d'autres urgences épidémiques qui pourraient survenir grâce à tout ce que nous avons déjà eu à investir en matière de prise en charge de la crise de la santé de la COVID-19. C'est-à-dire que nous sommes engagés dans une démarche de transparence. Bien entendu, les services ont vu que le rapport qui a circulé faisait état de justificatifs non fournis, mais comme on sait que les justificatifs existent et qu'il s'agit pour beaucoup d'évidences pour lesquelles on n'a pas peut-être proprement documenté les explications, on n'a pas eu de gêne à ce que ce rapport circule. De la même manière que le rapport qui est sorti aujourd'hui, il sera également mis à la disposition de tout le monde. En revanche, je suis très curieux d'entendre que des pages ou des pans ont été arrachés de ce rapport. Rapprochez-vous des services, il n'y a rien à cacher. Vous avez le provisoire intégralité, paginé, vous avez ça, et vous pouvez même aller voir la Cour des comptes. Il n'y a rien à cacher. Ce que je veux surtout qu'on retienne, c'est cette volonté de l'État qui spontanément a lancé l'audit, qui spontanément a mis à disposition du grand public les informations hier et qui le fera encore aujourd'hui. Le Bénin, sous la houlette du ministère de l'économie et des finances, a été plusieurs fois distingué pour sa transparence budgétaire. Et je considère que cette transparence budgétaire et tous ces lauriers acquis au prix des efforts et des réformes pourraient aussi justifier que dans un cas où on vous fait des reproches, on estime que vous n'avez pas encore fourni tous les éléments qu'on attend de vous, qu'au nom de cette transparence budgétaire, un tel rapport puisse être connu du public, pour que les gens voient en fait comment ça fonctionne. Et vous, particulièrement, vous devez être très heureux de voir la Cour des comptes se comporter comme la Cour des comptes. S'il y avait eu des anomalies, à supposer, et que la Cour la masque, on va dire quoi? Oh, c'est une Cour à la dévotion de le mode de désignation des membres à amener à ci ou ça. On devrait, au sens du gouvernement, se réjouir de voir que les institutions fonctionnent. La Cour, c'est d'abord un travail scientifique, un travail technique. Après, on peut avoir des réserves sur, comme cela a été relevé, des recommandations qui ont été faites, sur peut-être la façon dont les travaux ont été conduits sans savoir, vous et moi, quel était le contexte aussi dans lequel les gens ils ont travaillé. Donc je pense qu'il y a ces éléments qu'il ne faut pas exclure du débat si l'on veut faire une appréciation pertinente de ce qu'il s'est passé. Et donc au nom de cette transparence, quand on peut le plus, on peut le moins. Si on est tagué parfois, on dit voilà, on nous a fait tel reproche. Mais dès qu'on a satisfait aux attentes, là également, vous avez à relever que nous avons fait ce qui est attendu de nous. Et en l'espèce, pour conclure, le ministre d'État l'a dit, le rapport définitif, il va être mis à la disposition de tout le monde. Vous aurez le temps de le lire, de voir ce que conclut la Cour elle-même entre hier et aujourd'hui, ce qui voudra dire. Et j'espère qu'on ne reviendra pas dire ici que la même Cour qui avait émis des réserves et qui, une fois ces réserves satisfaites, vient faire un rapport définitif, personne n'ira jusqu'à dire qu'elle aurait été influencée pour aller dans tel sens ou dans tel autre sens. Autrement, vous mettrez en doute leur science. Merci.